j'ai pensé qu'on pouvait démarrer par un petit film d'anticipation des années 70 qui explique un petit peu le domaine. Computer to bomb number 20. Return to the bomb bay immediately. But I have received the operational signal. Prepare to receive new orders. You are false data. Therefore, I shall ignore you. Hello, bomb. False data can act only as a distraction. Therefore, I shall refuse to perceive you. Hey, bomb. The only thing which exists is myself. Hey, bomb. Let there be light. Bon, alors c'est un film d'anticipation des années 70. On n'en était pas là à l'époque. Les premiers bugs informatiques n'ont pas fait tant de morts que ça. Le premier bug connu, c'est le bug du Mark II à Harvard en 1945. Un insecte qui était coincé dans un relais électronique, donc qui n'a fait de mort que l'insecte lui-même. Ça n'a pas été très très gênant. Mais depuis, les bugs sont beaucoup plus importants et beaucoup plus gênants dans l'industrie, dans les applications classiques. Donc vous avez entendu parler sans aucun doute dans la presse du bug du Pentium, un bug numérique dans la multiplication du Pentium, qui a dû coûter à Intel environ 500 millions de dollars. Vous avez entendu aussi parler du vol 501, du premier vol d'Ariane 5 qui a explosé assez vite, créant la perte de 2 satellites valorisés à 370 millions de dollars. Et plus gênant encore, première guerre du Golfe, le missile antimissile Patriot qui devait intercepter les Scud. Encore un bug numérique, une dérive dans le contrôle, a fait que le missile a perdu le contrôle en fait, et s'est écrasé sur un baraquement, tuant 28 soldats anglais, américains et canadiens, je crois. Donc c'est des bugs qui peuvent être catastrophiques. Alors là j'ai parlé vraiment de bugs numériques, il y a beaucoup d'autres choses dans la fiabilité, mais je voulais expliquer un petit quelque chose et faire des petits calculs, c'est plus rigolo. Donc le bug du Patriot, je peux vous l'expliquer sur un code complètement stupide qui n'est dans aucun programme, je vous rassure. Alors ne lisez pas le programme, tout ce qu'il fait c'est que vous calculez plusieurs fois, ici 20 fois, x égale 11 fois x moins 7. C'est un calcul de primaire, donc je vais pouvoir l'expliquer en prenant mon temps. Et je vais tester ce code, je vais tester ce calcul en partant de x égale 0,7. Ce n'est pas pris au hasard comme vous le verrez. Donc à l'école primaire, vous calculerez sans problème. 11 fois 0,7 fait 7,7. Alors l'ordinateur a déjà un peu plus de mal, c'est-à-dire 11 fois 0,7 ne fait pas 7,7, fait quelque chose qui se rapproche de 7,7. Et quand vous retirez 7, vous voyez que vous retombez sur 0,7 à la main. C'était choisi exprès, évidemment. Par contre, l'ordinateur n'est pas tout à fait égal à 0,7. Alors, est-ce que c'est gênant et pourquoi ça arrive? Alors, ça arrive parce que ce n'est pas un bug. On verra plus tard des vrais bugs. C'est un fait informatique. Tous les ordinateurs calculent comme ça. Les ordinateurs calculent en fait en base 2. Donc 0,7 qui est un nombre exact avec une décimale en base 10. En base 2, en fait, il y a une expansion infinie. En base 2, donc vous utilisez que les chiffres 0 et 1, pas toutes les décimales de 0 à 9. Et donc 0,7 s'écrit 0, une suite de 1, 0, et vous avez un pattern qui se reproduit, 0, 0, 1, 1, à l'infini. Et un ordinateur, c'est une machine finie, on est dans un monde fini, donc il y a conventionnellement une troncature, un arrondi qui est effectué, et pour ce programme, il est effectué au bout de 53 décimales, enfin 53 bits. Donc on laisse tomber tout ce qui vient après le 53e, on laisse tomber cette infinité de 0 et de 1. Et donc quand on le retraduit en décimales, bien sûr, ce que ça montre, c'est qu'on perd quelque chose et qu'on ne représente pas exactement 0,7. Donc c'est normal en fait, c'est pour attirer votre attention sur le fait qu'un ordinateur est toujours stupide en fait, je dirais même pas parfois mais toujours, et calcule essentiellement faux. Bon, c'est quand même gênant. Alors vous me direz, j'ai vu des gens sourire, ça paraît un peu stupide, les informaticiens ne sont pas complètement tous stupides. Le choix de la base 2 n'est pas idiot. Tout autre choix de base de toute façon va créer des problèmes, c'est la finitude et c'est la finitude de la représentation des nombres qui cause un problème. Vous pouvez changer de base, vous aurez des problèmes avec d'autres nombres que 0,7. Voilà. Donc je reprends mon calcul, on en était là. Vous pouvez continuer, je vous ai dit le programme le calcule 20 fois de suite. Alors évidemment, si ça donne 0,7 le premier coup, à la main, si vous n'êtes pas trop fatigué, vous retrouverez 0,7 et ainsi de suite. Alors l'ordinateur, lui, ne fatigue pas, mais il va perdre, à cause de ce problème de troncature, à chaque fois une décimale de plus. Vous avez 15 ou 14 9 après le 6, vous n'avez plus que 13, et ainsi de suite à chaque itération. Et au bout d'un moment, vous avez même le signe et la magnitude du nombre qui devient complètement ridicule. Vous tombez sur un nombre négatif, c'est plus du tout 0,7. Et bon, au bout de 20 itérations, il est clair que vous avez calculé quelque chose qui n'a plus rapport du tout avec ce que vous vouliez calculer. Alors ça, c'est peut-être pas très gênant si vous utilisez juste une calculatrice, mais si vous commencez à faire de la simulation numérique intensive ou du contrôle de bombes thermonucléaires ou je ne sais, et ben c'est beaucoup plus gênant. Hein. Une machine comme ça, c'est pétaflopique, donc ça fait de l'ordre du million de milliards d'opérations par seconde. Vous calculez très vite des choses potentiellement très fausses, ce qui est quand même gênant. Donc c'est l'objectif
du domaine de recherche que je porte, c'est d'essayer de prouver mathématiquement que malgré ces dérives, malgré des erreurs qui peuvent venir d'autres choses, je ne parle que d'un type d'erreur vraiment microscopique ici, malgré ces dérives, quand même votre système va fonctionner de façon correcte. Alors preuve, ça veut dire preuve mathématique. Ce n'est pas comme ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est-à-dire ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai testé, j'ai juste essayé avec x égale 0,7 mon programme et j'ai regardé le résultat en une fois. Preuve mathématique, on essaie d'avoir des preuves générales. On veut dire que quelles que soient les conditions de fonctionnement du programme, j'obtiens quelque chose qui me convient. Alors là, je vais être c'est assez artificiel ce que je présente, bien sûr. C'est un programme qui n'existe pas vraiment, enfin qui n'est pas très utile. Je vais prétendre vouloir prouver quelque chose pour toutes les valeurs de x entre 0,69 et 0,70. Alors dans le monde mathématique, il y a une infinité de valeurs, entre 0,69 et 0,70. Dans le monde informatique, il y en a moins, il y a de l'ordre du million de milliards de nombres. Il y a un nombre fini de nombres entre ces deux extrémités. Et bien sûr, il y en a quand même beaucoup trop pour faire en général un test exhaustif. Donc la preuve a son utilité, même si on a un nombre fini de nombres à tester, il est très important. Donc une preuve reste utile. Alors qu'est-ce qu'on appelle preuve? Je ne vais pas vous embêter avec des considérations de logique et de formalisme. On peut vouloir simplement ici minorer et majorer voilà, les résultats obtenus par la machine. Donc on va utiliser des intervalles, min-max. Donc on commence par un intervalle 0,69, 0,70 et puis on va calculer, et il y a un calcul arithmétique sur des intervalles qui nous permet de déduire des choses. Alors là, on va se contenter de prouver une propriété qui est pas hyper intéressante. On a constaté sur une exécution que le nombre obtenu n'était pas 0,7 exactement. On se doute que quand on va partir d'autres conditions initiales, on ne va pas obtenir non plus 0,7, mais on imagine que peut-être on peut prouver que tous les nombres à la sortie sont inférieurs ou égaux à 0,7. Et c'est ce qu'on va essayer de prouver. Le calcul par intervalle suffit largement dans ce cas. Pour tout dire, cette fonction est croissante, donc il suffit de l'appliquer aux deux bornes de l'intervalle, et puis c'est très facile, ça s'implémente très facilement. Donc on ne fait que deux calculs au lieu de faire 1 million de milliards de calculs, qui serait le nombre de calculs si on faisait un test exhaustif. Et très rapidement, on va pouvoir trouver le min et le max, le segment, l'intervalle des valeurs à chaque itéré. Et vous verrez qu'on reste toujours inférieur ou égal à 0,70. Donc en observant cet intervalle, on a prouvé que démarrant de n'importe quel nombre entre 0,69 et 0,70, on obtenait un nombre à la fin qui était inférieur ou égal à 0,70. Bon alors en vrai, dans un programme, on n'a pas qu'une variable, puis un programme n'est pas aussi petit, on va y venir dans une seconde. Si vous avez plusieurs variables, ici deux variables, si vous utilisez encore des méthodes par intervalle, eh bien, vous aurez un min et un max pour la variable y, un min et un max pour la variable x. Vous allez avoir un carré qui va englober les paires de points, les paires de valeurs que le programme peut calculer, et ainsi de suite. Donc géométriquement, vous essayez de capturer l'ensemble des valeurs possibles calculées par un programme par une forme géométrique, ici une boîte, un carré, un cube, etc., un hypercube en dimension supérieure. En général, c'est trop naïf de faire comme ça, donc on utilise des ensembles un peu plus compliqués. Le type d'ensemble minimalement compliqué qu'on utilise, c'est des polyèdres, des enveloppes convexes de points, de la géométrie que vous connaissez, des pentaèdres, des pentagones, des octogones ici, des choses comme ça. Et il y a des calculs aussi pour propager ces ensembles dans le calcul que fait un programme. Alors, bien sûr, je vous ai dit qu'on n'allait pas utiliser que ces intervalles. Il y a aussi beaucoup de variables dans un programme. Il y a beaucoup de lignes dans un programme. Les programmes sont de plus en plus complexes. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, le calculateur primaire de Volz qui contrôle l'interface entre le pilote, les capteurs, les tubes de pitot, les centrales inertielles, etc., et les plans de vol, les gouverne. Donc le pilote donne une consigne à l'avion. Il y a le calculateur primaire qui va traduire cette consigne, étant donné la configuration estimée par les capteurs de l'avion. Va commander les plans de vol, les gouverne, pour atteindre cette consigne d'altitude, de cap, etc. Donc c'est très important, évidemment, comme calculateur dans l'avion. Ce calculateur, c'est environ 1 million de lignes de code. C'est des dizaines de milliers de variables utiles, vraiment, dans le calcul numérique. Donc vous imaginez bien la complexité qu'il y a à propager des informations sur les ensembles des valeurs de ces 10 000 variables tout au long du million de lignes de code. Vous allez avoir en gros de l'ordre du million d'équations à résoudre sur des ensembles de dimensions éventuellement 10 000. Pour quelqu'un qui fait des mathématiques, on sait bien que ça va être extrêmement compliqué sans abstraire beaucoup la situation. Alors on y arrive quand même, bien sûr, on n'y arrive pas à la main comme j'ai fait sur mon petit exemple. Ce qu'on fait, bien sûr, c'est des outils, c'est des programmes qui vont avaler ces autres programmes, qui vont avaler des descriptions de ces systèmes, et qui vont automatiquement faire le calcul que je vous ai fait à la main sur des petits intervalles, dans un cas simple, et produire des certificats, des ensembles de valeurs qui sont effectivement atteignables, et des preuves que les choses fonctionnent bien, ou bien montrer qu'il y a des bugs possibles. Alors c'est ce qu'on fait au LIX.
Il y a beaucoup de mathématiques fondamentales, beaucoup de théories à développer en interprétation abstraite, comme j'ai montré sur mon petit exemple, c'est le terme exact et consacré, jusqu'à la pratique, jusqu'au développement de ces outils. Alors, pour vous en montrer un qui a été développé avec le CEA, quand j'étais aussi au CEA, là, il s'agit encore d'un petit calcul alors qui est beaucoup moins bête que le précédent. C'est un filtre linéaire récursif, c'est un filtre en traitement du signal, très simple. Et là, on peut prouver par l'outil, quelles que soient les entrées, ici les EN, quel que soit le signal d'entrée, mais les sorties restent bornées et la dérive numérique reste faible. Alors, je ne vous montre pas ces trucs-là. Tout ce que je vous montre, c'est que pour prouver la correction de ce programme, quelque part derrière, il y a un ensemble qui est représenté des valeurs possibles, qui est moins naïf que ces boîtes, qui est un polyèdre particulier qui ressemble à un ballon de rugby, c'est une ellipsoïde ou quasiment. Et ça permet effectivement, donc ces ensembles plus compliqués permettent effectivement de prouver des choses intéressantes. Et alors, évidemment, je vous l'ai dit, il y a des types d'ensembles qu'on utilise selon les types de programmes et selon les types de propriétés que l'on veut prouver. C'est là que les mathématiques fondamentales rentrent et les choses assez peu prévisibles rentrent en ligne de compte. Pour des types de programmes parlant d'indices de tableaux, de matrices ou de tableaux ou de chaînes de caractères, il nous a été utile d'utiliser des polyèdres dans une algèbre ou dans une géométrie un peu exotique dont Stéphane va parler pour d'autres applications plus tard, qui s'appelle la géométrie tropicale. Donc ça ne ressemble pas à un polyèdre habituel, mais c'est un polyèdre dans la géométrie tropicale. Et cette chose très mathématique pure a été absolument indispensable pour la preuve de certains types de programmes particuliers. Et à partir de là, quand on a compris ça, tous les coups sont permis. C'est-à-dire que pour d'autres types de programmes, ici des programmes de contrôle de systèmes dynamiques non linéaires, les approximations polynomiales et de l'analyse convexe des mathématiques pures ont été indispensables à pouvoir encadrer les bonnes valeurs que calculent ces programmes et à prouver leur correction. Alors quand les systèmes deviennent non linéaires et extrêmement complexes, les méthodes quantitatives deviennent très compliquées à utiliser. Et parfois, il nous suffit d'avoir des informations qualitatives sur l'ensemble des valeurs que l'on peut atteindre. Information qualitative, je veux dire par là la forme, le nombre de trous ici, la forme en forme de beignet de l'ensemble invariant peut être suffisant pour prouver certains types de propriétés. Et ça nous amène à utiliser des mathématiques pures encore moins classiques pour un informaticien, ou en tout cas comme on l'imaginerait, et des invariants de topologie algébrique par exemple, pour prouver ces systèmes. Toute une école qu'on a participé à créer qui est basée sur ces idées. Alors je reviens un petit peu sur Terre, enfin pas tout à fait, pour vous reparler des vraies applications. Donc il y a eu beaucoup d'applications qu'on a pu traiter dans le domaine de l'énergie, centrale nucléaire en particulier, dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de l'espace. J'en dirai juste un mot parce que ça me ramène un peu au film du début, et puis à l'exemple du Patriot. Donc on a eu à étudier à un moment donné la dernière phase de contrôle au moment de l'arrimage du véhicule inhabité, de la navette inhabitée européenne qui ravitaille la Station spatiale internationale. Et on nous a demandé de prouver qu'il n'y avait pas de dérive numérique, que ça pouvait s'arrimer sans rentrer dans la station spatiale, ce qui est quand même assez important. Donc on a pu le prouver sous des bonnes conditions. Et ça fait partie des choses quand même assez dures à prouver et absolument indispensables à prouver dans ce genre de système très critique. Alors ça, c'était un peu l'apéritif, mais que ce soit plutôt pour l'apéritif, c'était le petit déjeuner. Vers quoi on va maintenant? Alors vers quoi on va maintenant, je vais dire, c'est presque simple d'avoir un seul système de contrôle, un Airbus, un véhicule spatial, une voiture autonome, comme vous entendez parler maintenant, les voitures sans conducteur. Alors on va de plus en plus vers des choses interconnectées, vers des systèmes de contrôle interconnectés. On va de plus en plus de la voiture autonome, qui est encore dans son enfance malgré tout, vers les convois de véhicules autonomes. Donc c'est plusieurs voitures qui se synchronisent entre elles pour se former un convoi, optimiser les parcours et essayer de ne pas se rentrer dedans, évidemment. Et donc ça donne de nouveaux problèmes à des gens comme moi. C'est des problèmes encore plus complexes de validation qui rajoutent en plus des problèmes de systèmes distribués et d'interconnexion entre systèmes de contrôle. Donc là, en particulier, la chaire est très importante pour nous pour développer ces applications. Alors je vous passe les autres applications sociétales importantes, il y en a beaucoup. Je voulais juste conclure brièvement sur cette activité. Alors je ne peux pas dire mieux que ce qu'a dit Grégoire, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai beau être informaticien, les mathématiques fondamentales sont absolument indispensables et le temps qu'on met à développer ces choses en termes de mathématiques utiles est absolument incroyable et très important. On ne peut pas non plus deviner quelles mathématiques vont être utiles. On a besoin de faire beaucoup de mathématiques et s'apercevoir que ça peut être utile à un moment donné. Bon, il y a aussi des temps de développement et des efforts d'ingénierie importants, mais qu'on ne couvre pas forcément nous-mêmes ou que partiellement. Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci.